Bonsoir. François Mitterrand à l'hôpital. Une opération de la prostate à 9 jours du référendum. La convalescence du chef de l'État devrait durer environ une quinzaine de jours. Bonsoir. Les autres titres de l'actualité: évasion et prise d'otage à la prison de Clairvaux. 2 morts, un gardien et un détenu. Le point épervier a été déclenché. Volte-face de Ségolène Royal. Le Pierre Allen sera bien retraité en France. Enfin, l'ONU va adopter une résolution d'urgence concernant la protection militaire de l'aide à la Bosnie. État très satisfaisant. C'est par un communiqué de quelques lignes que la nouvelle a été diffusée un peu avant midi. François Mitterrand a donc été opéré ce matin de la prostate à l'hôpital Cochin à Paris. Et tout s'est passé dans le plus grand secret. La décision n'aurait été prise que ces derniers jours. C'est la première fois depuis son arrivée à l'Élysée que le chef de l'État est opéré. Le reportage à Cochin de Charles Sanviti et Philippe Guinet. Au-delà de cette ligne, François Mitterrand, hospitalisé depuis hier soir, secret bien gardé et surprise aussi. Le 21 juillet dernier, comme chaque année, la présidence de la République publie le bulletin de santé du chef de l'État, résultats normaux. 53 jours après, François Mitterrand est opéré, prostate, l'affection est bénigne et l'opération réussie. Saint-Steng a jugé qu'il fallait l'opérer, il a été opéré en son temps et à l'heure qu'il fallait. Sinon, on pouvait craindre des complications ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. Il y a dans ce domaine-là un secret médical. Vous avez vu le communiqué de l'Élysée. Il est arrivé ici hier soir. Il a été opéré ce matin sans aucune difficulté. Et tout s'est passé comme on s'y attendait. Succès, le patient peut même recevoir. Première visite son frère, Robert Mitterrand, puis l'un de ses fils. Une journée presque ordinaire. D'ailleurs, la vie de l'hôpital en est à peine changée. Il y a un secteur de l'hôpital qui est aménagé, quelques aménagements, parce qu'il est le chef de l'État. Sécurité aussi présente que discrète. Les médecins ont l'habitude. Déjà ici en 64, le général de Gaulle était soigné pour la même affection. Et on retrouve tout de suite Charles Sanviti en direct de l'hôpital Cochin. Charles, savez-vous combien de temps le chef de l'État devra rester à l'hôpital? Élise, d'abord, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, François Mitterrand a subi une opération bénigne et courante, puisque des opérations de ce type-là, ici, on en pratique environ 10 par jour. Alors, bien évidemment, les délais de récupération sont connus, ils sont d'environ 5 à 6 jours, donc on peut parfaitement imaginer que François Mitterrand quittera l'hôpital Cochin mercredi ou jeudi prochain, ce qui d'ailleurs pourrait poser peut-être un petit problème pour la présidence du Conseil des ministres, qui est assuré par François Mitterrand s'il est empêché. La Constitution le prévoit en tout cas. À l'article 21, c'est Pierre Bérégovoy qui pourrait se substituer au président. Sinon, l'impression ce soir qui domine ici, c'est une impression plutôt de sérénité. Il n'y a pas de dispositif policier impressionnant. Puis c'est surtout une impression de grande clarté parce que le corps médical joue la transparence et il a promis à la presse des bulletins de santé quotidiens sur l'état du chef de l'État, François Mitterrand. Merci beaucoup, Charles. Et puis Charles Sanviti, donc on vient de l'entendre, vient de le rappeler, l'opération de la prostate est une intervention simple. Elle ne nécessite pas forcément d'ailleurs d'anesthésie générale. Chaque année, 80 000 personnes subissent cette opération. Elle est généralement bénigne, certains disent même banale. Daniel Durandé l'a vérifié auprès de Pierre Attignac, spécialiste urologue de l'hôpital américain de Neuilly. L'appareil urinaire se compose de la vessie, qui est un muscle creux qui contient l'urine, suivi d'un canal qui est le canal de l'urètre, par lequel va s'évacuer l'urine. À la sortie de la vessie, vous voyez que cet élément jaune représente la prostate qui obstrue ce canal. Quand il y a adénome de la prostate, c'est-à-dire augmentation de volume de la prostate, il y a tendance à boucher ce canal. Et dans ces conditions, il faut libérer ce canal, et c'est la raison pour laquelle on passe par les voies naturelles et qu'on libère ce canal en coupant différents copeaux pour élargir l'orifice. C'est une opération extrêmement courante et extrêmement classique, surtout dans la décennie de 60 à 70 et à 80. Et les suites d'une opération comme ça demande beaucoup de repos après ou... En général, cette opération nécessite 3 à 5 jours d'hospitalisation et selon les cas, dans la très grande majorité des cas, on est tout à fait fonctionnel au bout de 10 à 15 jours. Alors Gilles Leclerc, on le voit, cette opération intervient en tout cas dans un contexte politique bien particulier. Selon les proches de François Mitterrand, il n'y a pas eu et surtout il n'y aura pas de vacances du pouvoir. Oui, aucune dramatisation ce soir, mais c'est vrai que l'hospitalisation d'un chef de l'État, même pour une raison bénigne, ne peut passer inaperçue. C'est l'actualité. Toujours est-il que la conduite de François Mitterrand en la matière reste telle qu'il l'a toujours souhaité, c'est-à-dire information et transparence, on l'a vu il y a quelques minutes. Mais pour autant, ce soir, l'Élysée affiche tout à fait sa sérénité complète. La machine de l'État tourne, le président de
la République conserve toutes ses prérogatives et le Premier ministre est bien là. Gilles Leclerc, une autre information importante ce soir, on va le voir dans un instant à l'écran, le tout dernier sondage BVA pour France 3, et vous le voyez, donc le oui et le non sont à égalité. Oui, tout à fait, le suspense demeure et s'amplifie même. C'est un véritable coude à coude entre les partisans du oui et du non. Ce dernier sondage donc montre que les deux électorats sont vraiment côte à côte. Ce dernier, c'est-à-dire le oui, se consolide dans les électorats extrêmes, c'est-à-dire dans celui du Parti communiste et du Front National. Le oui subit une légère érosion au sein de l'UDF. Et le nombre d'indécis a tendance pour l'instant à augmenter légèrement. En fait, à la lecture des chiffres, s'il y a bien eu un effet Mitterrand pendant quelques jours juste après sa prestation télévisée, ensuite les tendances lourdes du vote ont repris le dessus. C'est dire si d'ici le 20 septembre, la mobilisation dans les deux camps va continuer. Tout reste donc possible dans la dernière semaine, dernière ligne droite où il n'y aura pas, je vous le rappelle, de sondage public. Gilles Leclerc, merci. Deuxième grand titre ce soir de l'actualité, évasion, prise d'otages et fusillade à la prison de Clairvaux dans l'Aube. Des détenus qui sont armés et qui courent toujours. Un gardien et un détenu ont donc été tués lors de cette évasion qui s'est déroulée dans des circonstances particulièrement dramatiques. Les fuyards ont pris en otage 2 personnes, dont une femme, une caissière d'autoroute. Pascal Mizrahi. Fusillade et évasion spectaculaire. Il était 15h30 environ cet après-midi lorsque 2 prisonniers de la centrale de Clairvaux décident de s'évader. Ils prennent un gardien en otage et sont rejoints par 6 autres détenus. Les prisonniers sont armés, une fusillade éclate, un gardien tire sur les détenus et en abat un. Riposte des prisonniers qui tuent le gardien, bilan 2 morts. Panique, confusion à l'intérieur de la centrale, 7 détenus réussissent à s'évader. D'après nos informations, ils auraient volé un camion qui se trouvait à l'intérieur de l'établissement et auraient défoncé la porte de la prison à l'aide du véhicule pour pouvoir sortir. Dans leur fuite, les détenus ont pris un gardien en otage. Ils se sont ensuite emparés d'une voiture, une Peugeot 505, sur le parking de la centrale. Direction le sud, vraisemblablement la Côte d'Or ou la Haute-Saône. Les prisonniers prennent également un autre otage, une caissière de l'autoroute. Les fuyards changent régulièrement de voiture pour éviter de se faire repérer. Le plan épervier est déclenché. La centrale de Clairvaux abrite des détenus condamnés à de longues peines. 3 des 7 fuyards sont considérés comme dangereux puisqu'ils sont classés détenus particulièrement surveillés. Jean-Claude Carsanti, le directeur de l'administration pénitentiaire, s'est rendu sur les lieux. Ce soir, le ministère de la Justice confirme que les prisonniers ont réussi à faire entrer des armes dans la prison. Reste à savoir par quels moyens. C'est donc vers la Côte d'Or que se dirigent les 8 détenus. L'une de leurs voitures a été abandonnée il y a quelques minutes près de Langres. Et pour tenter de stopper leur fuite, vous l'avez entendu, le plan épervier a été déclenché. Mobilisation des gendarmes et des policiers, des barrages ont été installés sur tous les grands axes, surveillance aussi par hélicoptère. Pour l'instant, les recherches n'ont donné aucun résultat, même si ces hommes ont été plusieurs fois repérés. Une équipe de France 3 à Dijon vient de nous transmettre un nouveau récit et ce reportage commence par le premier témoignage de l'homme qui a assisté à la prise d'otage sur l'autoroute. Voiture disons des mecs qui sont arrivés et puis ils ont embarqué la femme, il y en a un qui l'a pris par le cou, il croyait qu'il s'amusait, puis pendant qu'il y en a un qui rangeait la caisse, et ben, ils ont embarqué la femme à 2 quoi. Ils étaient combien? Ils étaient 3. Et de quelle stature, comment ils étaient? Vous avez pu les voir précisément? Bah disons non, ces gens-là on les regarde pas trop parce qu'ils ont des petits joujoux qui font mal quoi. Et ils étaient dans quelle voiture? Une 505 beige, immatriculée dans le 70. Et comment, ils ont pris quelle direction, sur quelle autoroute? On sait pas trop, on sait qu'ils descendaient sur Dijon, mais on sait pas s'ils ont bifurqué sur Chaumont ou en disant Chaumont ils pourraient pas sortir, mais ils peuvent peut-être prendre Nancy ou un truc comme ça. Les 8 fuyards auraient quitté l'autoroute A5 qui fait la jonction entre Chaumont et Troyes à Arc-en-Barrois où ils ont changé de véhicule pour prendre les petites routes et chemins départementaux et se diriger non plus vers Dijon mais vers la Haute-Saône, la route de l'Est donc, vraisemblablement pour regagner l'Allemagne ou la Suisse. Les premières traces des 8 prisonniers remontent à 16h30 quand ils ont donc forcé le barrage de Ville-sous-la-Ferté où ils ont kidnappé une caissière d'autoroute qu'ils détiendraient toujours avec un gardien de la prison de Clairvaux. Et puis la centrale de Clairvaux a déjà connu plusieurs affaires dramatiques et on se souvient notamment de l'affaire Buffet-Bontemps. Buffet-Bontemps, ce sont les 2 dernières personnes condamnées à mort et exécutées en France. Ils avaient pris en otage et assassiné une infirmière lors d'une tentative d'évasion. Aujourd'hui encore, cette centrale est connue pour accueillir des prisonniers particulièrement dangereux. Alain Chabot. La prison de Clairvaux, c'est tout d'abord une vieille abbaye au fond sur ces images. Aujourd'hui modernisée, on y trouve à la fois un centre de détention pour des condamnés à des peines petites et moyennes et surtout une centrale. C'est ici qu'a eu lieu l'évasion.
165 gardiens pour 400 détenus, des durs, tous condamnés à 10 ans de prison et plus, avec donc des longues peines et des perpétuités, bref, des détenus qui n'ont plus rien à perdre. Clairvaux au sinistre passé. En 1971, 2 prisonniers, Buffet et Bontemps, assassinent un gardien et une infirmière. Ils seront guillotinés un an plus tard. Suivront de nombreux incidents comme ces détenus sur le toit, délogés par le GIGN en 1984. Mais surtout, Clairvaux avait la réputation d'être une prison dont on ne s'évade pas. Depuis cet après-midi, ce n'est plus vrai. Une dernière information, toujours à la suite de cette prise d'otage. Il y a quelques minutes, le garde des Sceaux, Michel Vauzel, a ordonné à tous les directeurs d'établissements de faire procéder immédiatement à une fouille exceptionnelle et systématique de l'ensemble des prisons. Revenons maintenant à la politique avec le référendum. Michel Barnier pour le oui, Antoine Wechter pour le oui, mais les Verts pour le ni oui ni non. C'est le journal de campagne que nous présente Daniel Sportiello. Un oui vibrant de la jeune génération du RPR avec Michel Barnier. Le député de Savoie, que l'on voit aux côtés de l'ex-RPR Michel Noir, également en campagne pour le oui, est un défenseur de la première heure du traité de Maastricht. Au congrès de Versailles, il a été l'un des rares parlementaires RPR à avoir voté la révision constitutionnelle. Ce jour-là, la France n'était pas recroquevillée. Elle n'était pas repliée sur elle-même. Ce jour-là, la France a tendu la main. Elle a accueilli des peuples qui quelquefois se battent ou ne se parlent plus là où ils sont, mais qui étaient ensemble dans le sport et grâce au sport. Nous avons donné une image de la France chaleureuse et audacieuse. Chez les Verts, Antoine Wechter s'engage à titre personnel pour le oui, un oui qu'il veut critique et combatif. Il est suivi par 2 autres porte-parole des Verts. À la liberté de vote décidée par les Verts, qui sont partagés entre le oui et le non, Antoine Wechter répond donc par liberté de campagne. Ses arguments. Le 1er janvier 1993, les capitaux, les marchandises, la main-d'œuvre va se déplacer librement. Mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'encadrement. Et par conséquent, ce sont les plus forts qui en bénéficieront, mais au détriment des plus faibles. Et c'est notre milieu de vie qui continuera à se dégrader. Maastricht est un amendement à tout cela. Il faut que cet amendement soit adopté. Et puis le champion du non en campagne depuis son débat avec François Mitterrand, Philippe Séguin se dit plus convaincu que jamais de la nécessité de rejeter ce traité. Il doit aussi assumer son statut de vedette. Avions, hélicoptères, meetings, rencontres plus feutrées ou signatures de livres, Philippe Séguin ne s'est épargné aucun des efforts nécessaires au triomphe du non. Mais il est clair depuis quelques jours qu'il espère aussi avoir gagné une place parmi les leaders incontestés de l'opposition pour l'après-référendum. Le reportage est signé Jérôme Catala et Loïc Lemoigne. Allons-y. Chaque jour, il repart pour une autre ville, un autre meeting. Le 20 septembre, Philippe Séguin aura tenu plus de 40 réunions. Un marathon électoral que s'est imposé celui qui est devenu depuis le débat sur la révision constitutionnelle en mai dernier l'opposant numéro 1 au traité de Maastricht. Ce combat mené tambour battant n'a pas surpris que ses amis du RPR. Il a aussi révélé un autre Philippe Séguin à ceux qui ne connaissaient que le député maire d'Épinal ou l'ancien ministre des Affaires sociales de Jacques Chirac. Comme ce soir-là au Mans, la croisade anti-Maastricht de Philippe Séguin commence rituellement par une conférence de presse à laquelle assistent de plus en plus de journalistes étrangers avant un discours prononcé devant une salle comble. Pendant 1 heure et demie ou plus encore, il dissèque et pourfend le traité de Maastricht, contraire à l'idée qu'il se fait de l'Europe et de la France. Un exercice dans lequel excelle cet énarque de la promotion Robespierre. Un réquisitoire chaque soir renouvelé, toujours écouté avec attention. Ce que je souhaite, bien sûr, c'est que nous l'emportions pour qu'il y ait encore d'autres débats de ce genre. Parce qu'après tout, ce que nous souhaitons, c'est que les Français puissent encore décider demain. En cas de victoire du oui, que ferez-vous le 21 septembre? Bon, le 21 septembre, très pratiquement et très concrètement, je pense que je m'occuperai de ma mairie. Et en cas de victoire du non? Possible que je m'occupe de ma mairie aussi. Mais à 49 ans, Philippe Séguin sait qu'il a conquis sa place sur l'échiquier politique, au risque d'inquiéter ses compagnons du RPR. Volte-face ou premier faux pas pour Ségolène Royal, le ministre de l'Environnement a dû revenir sur sa décision et le pyralène australien sera finalement retraité en France. Oui, et c'est la pression donc des industriels qui l'a finalement emporté. La France est spécialisée depuis longtemps dans cette activité et le retraitement des déchets est une affaire très rentable. Récit donc de cette journée où le pyralène australien a finalement été déchargé des camions. Dominique Dumas.
Les inquiétudes pour l'emploi à Trédi ont été dissipées. L'usine de retraitement du pyralène à Saint-Vulbas pourra importer les 700 tonnes des transformateurs PCB provenant d'Australie. Ségolène Royal est restée discrète sur la levée de l'interdiction. Vous ne vous sentez pas un peu seule? Parce que si. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire de déclaration précipitée. Ça veut dire que vous avez été désavoué clairement. Ne rentrons pas dans ne parlons pas. Ce n'est pas un désaveu, mais une décision prise conjointement selon le ministère de l'Industrie. La France peut devenir un pôle mondial du traitement des déchets toxiques. Cela contribuera à la protection planétaire de l'environnement en créant des emplois. Pas plus tard que hier, 2 grandes entreprises françaises, une publique, Rhône-Poulenc, une privée, la Lyonnaise des Eaux, sont associées pour créer un nouveau grand du traitement du déchet industriel. Et il faut le développer, c'est une industrie de l'avenir, l'industrie de l'environnement. L'industrie qui rend le monde propre est une industrie dans laquelle la France doit tenir sa place. L'économie prévaut-elle sur l'environnement ou est-elle complémentaire? Une question qui risque de diviser les écologistes. Si Brice Lalonde s'est déclaré satisfait, en revanche, Antoine Wechter ne partage pas cet optimisme. Quant à Ségolène Royal, elle a rappelé cet après-midi que désormais, le traitement local des déchets toxiques sera préférable aux bateaux baladeurs. Comment mieux protéger les convois humanitaires en Bosnie? L'ONU annonce déjà des renforts, des hommes sur le terrain, mais aussi des avions pour une surveillance du ciel. À Sarajevo ou ensuite à Belgrade, les négociateurs n'ont pas réussi à obtenir au minimum un cessez-le-feu. Et puis l'on reparle ce soir des camps. Une équipe de la télévision britannique a pu se rendre dans l'un d'entre eux. Des images que nous commente Jean-Marc Pitt. Malgré les promesses faites au cours de la conférence de Londres, il reste encore aujourd'hui des milliers de civils musulmans enfermés en Bosnie dans des camps tenus par les Serbes. Ici, dans le camp de Manjaka, la situation ne semble pas avoir vraiment changé, malgré l'indignation et les protestations internationales que les premières images avaient provoquées. La santé des prisonniers risque même d'empirer avec l'arrivée du froid. Le docteur Dervis Kadish, lui-même prisonnier, redoute avec effroi le changement de saison. Si nous sommes encore ici, cet hiver, la moitié d'entre nous ne survivra pas. Mais les 3600 hommes toujours détenus à Manjaka envisagent même leur libération avec inquiétude. Où pourront-ils aller si leurs geôliers acceptent de les relâcher? Pour la plupart, leurs maisons ont été brûlées ou sont aujourd'hui occupées par des Serbes. Aucun emploi ne les attend et pire encore, ils craignent d'être tués s'ils retournent dans leur village. Une crainte justifiée selon le commandant serbe du camp qui les désigne tous comme des soldats ou des tueurs d'enfants. Affirmation démentie par la Croix-Rouge. Tous les occupants seraient des civils, sauf 5 d'entre eux. Des civils victimes de l'épuration ethnique, des prisonniers qui n'ont eu aucune nouvelle des leurs depuis plus de 3 mois. Un Allemand sur 4 est d'accord aujourd'hui avec ce slogan « Les étrangers dehors ». 51% des Allemands entendent d'une bonne oreille un autre slogan « L'Allemagne aux Allemands ». C'est le résultat d'un sondage effectué après les nombreuses émeutes qui ont eu lieu dans l'ex-Allemagne de l'Est. À Rostock, triste symbole de ces attaques racistes, les premiers étrangers ont réintégré la cité d'où ils avaient été évacués en urgence. Ils se demandent non pas s'ils pourront vivre avec les Allemands, mais à côté des Allemands. Anne Rongère, Marc Félix sur place. Le policier en civil a beau monter la garde, les inscriptions nazies ont déjà refleuri. Mon père, c'est Hitler. Dans ce foyer vivaient des demandeurs d'asile vietnamiens et roumains. Les murs portent la trace de plusieurs nuits d'émeutes dirigées par les néo-nazis mais soutenues par les jeunes du quartier. Pourtant, les Vietnamiens dont le logement n'a pas brûlé ont décidé de revenir, par petits groupes, à la demande de la police et pour plus de discrétion. Ils ont passé 15 jours cloîtrés dans une salle de sport. Pendant l'attaque et l'incendie, j'ai eu très peur pour mon bébé. Il a fallu partir vite. Les gestes quotidiens pour que la vie reprenne, mais l'angoisse est là. D'autant que Tin vient d'être licencié. 8 ans qu'il travaillait sur les docks, mais depuis la réunification, le port de Rostock périclite. Les Vietnamiens étaient les premiers sur la liste des licenciements. Je ne sais pas si on va rester en Allemagne ou si on va rentrer chez nous, au Vietnam. Vous avez peur? Oui, j'ai très peur parce que les Allemands sont contre les étrangers. Repartir, les voisins de palier ne veulent pas y penser, même s'ils vivent à 4 adultes et 3 enfants dans ce 2 pièces. Leur premier réflexe, ouvrir les rideaux. Mais leur ami s'interpose avec une liste de consignes très claires. Ne pas sortir sur le balcon, ne pas allumer la lumière le soir, pas de bruit pour que l'appartement semble vide. Précaution dérisoire, mais révélatrice de la peur.
Nous avions d'abord envisagé de reloger les Vietnamiens dans le centre-ville, mais en fait ça créerait de nouveaux conflits sociaux car il y a beaucoup d'Allemands qui attendent pour être logés. Coincés entre la crise économique et les impératifs du droit d'asile, les autorités ont essayé de retisser des liens entre communautés en vain. Seuls quelques locataires ont accepté de rencontrer des immigrés. On laisse les étrangers s'installer chez nous. Ça, il faut bien. Mais c'est à eux de se plier à notre mode de vie. Les propos sont prudents, mais la violence semble prête à ressurgir. Quelques heures à peine après le retour des Vietnamiens, leur voiture était méthodiquement saccagée. Le message est clair. Un champ de course clandestin, l'incroyable découverte des policiers à Naples, un champ de course tout équipé qui était propriété bien sûr de la mafia. Une découverte au moment où l'un des deux chefs de l'organisation a été arrêté et c'est le deuxième coup dur imposé à l'organisation du crime en moins d'une semaine. Commentaire de Jean-François Bélanger. Carmine Alfieri, c'est lui, le parrain de la mafia napolitaine, la Camorra. Il était en fuite depuis 11 ans, recherché par la police italienne pour trafic de drogue, d'armes et pour extorsion de fonds. Accusé également du massacre de 8 personnes en 1984. C'est dans cette ville-là de l'arrière-pays napolitain qu'il a été retrouvé, dissimulé dans un bunker souterrain. Il s'est rendu sans opposer de résistance aux carabiniers, venus en force pour le capturer, lui et ses 2 gardes du corps. C'est un nouveau succès pour la justice italienne qui accentue sa lutte contre la mafia. Hier, les carabiniers ont découvert un hippodrome clandestin de la Camorra. Dans l'écurie 33 chevaux de course, la mafia napolitaine y organisait des paris illégaux. Dimanche dernier, les policiers mettaient la main sur Giuseppe Madonia, le numéro 2 de la mafia sicilienne. Il était, tout comme Alfieri, sur la liste noire des 20 mafieux les plus recherchés d'Italie. Une liste établie par le ministère de l'Intérieur au lendemain de l'assassinat du juge Falcone. Secoués par la tragédie, les autorités italiennes ont changé leur stratégie de lutte contre la mafia. La nouvelle méthode semble s'avérer efficace, mais la facilité apparente de ces arrestations soulève une question en Italie. Fallait-il attendre la mort de 2 juges pour réagir? Nous vous le disions en début de ce journal, 8 détenus se sont évadés de la prison de Clairvaux en tuant un gardien et un détenu. Ces détenus sont toujours en fuite et nous recevons à l'instant le témoignage de l'un des surveillants de la centrale de Clairvaux qui a assisté à cette évasion. Un témoignage recueilli par Joël Picot, FR3 Reims. Un vrai western. D'après mes collègues, ça a été un vrai western à travers la cour d'honneur. Et quand ils sont sortis du camion, il paraît que c'était un vrai western. Ça tirait de partout, tout le monde se réfugiait dans tous les coins. Ils avaient l'air très armés quand même. Ils avaient une arme, c'est sûr qu'ils avaient une arme. Ça, c'est sûr qu'ils avaient une arme. Ils avaient une arme, ils avaient... Et vous parlez d'explosifs. Il y avait de l'explosif à l'intérieur de la centrale? Mais d'après certains collègues, je ne sais pas, d'après certains collègues, ils ont essayé de faire sauter la porte. Ça n'aurait pas marché et c'est là qu'ils ont enfoncé la porte avec le camion. Un surveillant est décédé dans cette opération. C'était l'un de vos collègues proches. Ah oui, mon meilleur copain. Voilà donc un tout dernier témoignage sur cette fusillade et prise d'otage à la prison de Clairvaux dans l'Aube. Un détenu et un gardien ont été tués. Un nouveau point complet bien sûr dans Soir 3 qui sera présenté ce soir par Catherine Matouche à 23 h. Et puis l'information tout au long de ce week-end, ce sera en compagnie d'Éric Cachard. Avant cela, sur la chaîne, dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret. À 20 h 30, Thalassa suivi de Caractère. À lundi 19 h. Bonsoir. Bonsoir, bon week-end.